Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, plus d'1 million de soldats allemands franchissent la frontière polonaise. Hitler lance l'opération Fall Weiss, l'invasion de la Pologne. 57 divisions, dont 6 blindées et 8 motorisées, déferlent sur un pays qui n'a pas fini sa mobilisation. La Wehrmacht possède 2500 chars, 2000 avions. Face à elle, l'armée polonaise aligne 600 chars obsolètes et 400 avions dépassés. Le rapport de force est écrasant, mais ce n'est pas cette disparité qui rend cette guerre si terrible. C'est la rapidité. En 3 jours, les Allemands progressent de plus de 100 km sur plusieurs fronts. Au nord-est de la Pologne, dans la région de Wisna, la 20e division d'infanterie polonaise reçoit l'ordre de tenir coûte que coûte. Cette zone contrôle les accès vers Varsovie et Białystok. Le général Wacław Przeździecki confie la défense de ce secteur stratégique au capitaine Władysław Raginis. Cet officier de 42 ans a fait ses classes pendant la Première Guerre mondiale. Il connaît la guerre, ses horreurs, ses lâchetés. Mais il connaît aussi le devoir. Raginis reçoit une mission impossible, retarder l'avancée du 19e corps blindé allemand commandé par Heinz Guderian. Ce général est l'architecte de la Blitzkrieg. La guerre est claire. Ces divisions de panzer ont écrasé toutes les résistances depuis le début de l'invasion. Guderian dispose de 42 000 hommes, 350 chars, une artillerie massive. Le capitaine Raginis, lui, commande 720 soldats, 2 canons antichars de 37 mm, 2 canons de campagne de 75 mm, quelques mortiers et des mitrailleuses. Pas de chars, pas d'aviation, pas de renfort possible. Le 7 septembre au soir, Raginis rassemble ses hommes. Beaucoup sont très jeunes, certains n'ont pas encore 20 ans. D'autres sont des réservistes qui ont quitté leur ferme une semaine plus tôt. Le capitaine leur parle sans détour. Les Allemands arrivent. Ils sont 50 fois plus nombreux. Personne ne viendra les aider. Leur mission est de tenir 3 jours minimum pour permettre à l'armée polonaise de se replier et d'organiser la défense de Varsovie. 3 jours. 72 heures contre la machine de guerre la plus puissante d'Europe. Le capitaine fait une promesse. Il ne quittera pas sa position vivant. Il demande à ses hommes de faire de même. Sur les 720 soldats présents, 718 lèvent la main. 2 seulement refusent. Raginis les laisse partir sans un mot. Le secteur de Wisna s'étend sur 8 km le long de la rivière Narew. La nature a créé un terrain défensif exceptionnel. Des marécages inondés coupent les accès, des forêts denses limitent la visibilité, la rivière elle-même forme un obstacle naturel. Mais la nature ne suffit pas contre des panzers. Depuis 1936, l'état-major polonais a ordonné la construction d'une ligne fortifiée. 18 bunkers en béton armé devaient être érigés. En septembre 1939, seuls 7 sont terminés. Les autres ne sont que des trous dans la terre avec quelques sacs de sable. Les bunkers achevés offrent une protection relative. Leurs murs font 1 mètre d'épaisseur, ils résistent aux obus de 105 mm. Chacun abrite une mitrailleuse lourde et une dizaine d'hommes. Mais ces fortifications ont un défaut majeur, elles sont espacées de plus d'1 kilomètre. Entre elles, rien. Des tranchées sommaires, du fil de fer barbelé posé à la hâte. Les Allemands peuvent s'infiltrer par dizaines d'endroits. Raginis divise ses forces en petits groupes. Chaque bunker reçoit une vingtaine de soldats. Les espaces entre les fortifications sont gardés par des sections de 10 à 15 hommes qui doivent défendre des positions impossibles. Le capitaine établit son poste de commandement dans le bunker principal, au centre du dispositif. Il dispose d'une radio, mais les communications sont aléatoires. Les batteries s'épuisent vite, les interférences brouillent les messages. Les soldats creusent toute la nuit du 7 au 8 septembre. Ils renforcent les tranchées, posent des mines anti-chars sur les rares chemins praticables, coupent les arbres pour créer des champs de tir. Certains écrivent des lettres qu'ils confient aux 2 hommes qui ont refusé de rester. Ces lettres ne parviendront jamais à leur destinataire. Les 2 soldats seront capturés et fusillés par les Allemands 2 jours plus tard. À l'aube du 8 septembre, les positions sont prêtes. Les munitions sont comptées. 200 cartouches par fusil, 3000 coups par mitrailleuse, 40 obus pour chaque canon. Une fois ces munitions épuisées, les soldats polonais devront se battre à la baïonnette. Raginis sait que ses réserves ne tiendront pas 3 heures face à un assaut massif.
Il ordonne de rationner chaque tir, d'attendre que l'ennemi soit à moins de 100 mètres avant d'ouvrir le feu. Le 8 septembre à 11h30, les éclaireurs allemands arrivent. Ce sont des motocyclistes de la 10e division blindée. Ils roulent par deux sur les chemins qui longent la Narew. Les Polonais les laissent passer. Raginis a donné l'ordre de ne pas tirer sur les patrouilles isolées. Révéler les positions trop tôt serait suicidaire. Les motocyclistes allemands progressent pendant 2 kilomètres avant de faire demi-tour. Ils ont repéré les bunkers, les tranchées. Ils rentrent faire leur rapport. À 14h, l'artillerie allemande commence le pilonnage. Les premiers obus tombent sur les bunkers avancés. Ce sont des 105 mm qui creusent des cratères de 3 mètres de diamètre. Le béton résiste, mais les explosions sont si violentes que les hommes à l'intérieur perdent l'équilibre, saignent du nez, vomissent. Ceux qui sont dans les tranchées découvrent l'enfer. Les obus arrivent par salve de 6. Entre chaque salve, 20 secondes de silence terrible. Les hommes se recroquevillent au fond des trous, se bouchent les oreilles. Priend. Certains urinent sur eux sans s'en rendre compte. Le bombardement dure 2 heures. 800 obus s'abattent sur un front de 8 kilomètres. Quand le silence revient, les positions polonaises ressemblent à un paysage lunaire. Les arbres sont déchiquetés, la terre est retournée, l'air sent la cordite et le sang. Raginis fait l'appel radio. 2 bunkers ne répondent pas. Le bunker numéro 3 a reçu un coup direct. Le toit s'est effondré, tuant 6 hommes. Les survivants creusent à main nue pour dégager leurs camarades. Le bunker numéro 7, sur le flanc est intact, mais sa radio ne fonctionne plus. À 16h15, les chars allemands attaquent. Ils sont 42. Des Panzer II et III qui avancent en ligne, canons pointés vers les positions polonaises. Derrière eux, 300 fantassins progressent en ordre dispersé. C'est une attaque classique. Les chars ouvrent la voie, l'infanterie nettoie les poches de résistance. Cette tactique a fonctionné partout depuis le début de l'invasion. Elle devrait fonctionner ici aussi. Le capitaine Raginis attend. Les chars sont à 800 mètres, 600, 400. À 200 mètres, il donne l'ordre de tirer. Les 2 canons antichars de 37 mm ouvrent le feu simultanément. Le premier obus frappe un Panzer II en plein flanc. Le blindage se déchire, le char s'arrête, fume. Le deuxième obus manque sa cible de 3 mètres. Les artilleurs polonais rechargent, tirent à nouveau. Un autre char est touché à la chenille, s'immobilise. Les mitrailleuses lourdes crachent ensuite leurs rafales. Les fantassins allemands plongent au sol, cherchent un abri. Plusieurs tombent, fauchés par les balles. Les chars allemands ripostent. Leurs canons de 20 mm et 37 mm martèlent les positions polonaises. Les bunkers encaissent, mais les tranchées deviennent des abattoirs. Un obus de char explose dans une tranchée, tuant 4 soldats sur le coup. Un autre arrache le bras d'un mitrailleur. Les Polonais continuent de tirer. Un 3e char est détruit, un 4e endommagé. Les Allemands ne s'attendaient pas à une telle résistance. Ils reculent, se replient à 500 mètres. Le premier assaut a duré 35 minutes. Les Allemands ont perdu 4 chars détruits, 3 endommagés, une trentaine de fantassins tués ou blessés. Les Polonais comptent 18 morts, 26 blessés. Plus grave, ils ont épuisé le quart de leurs munitions anti-chars. Il leur reste 30 obus de 37 mm. Raginis sait qu'ils ne résisteront pas à un 2e assaut du même type. La nuit tombe sur Wisna. Les Allemands établissent leur campement à 1 kilomètre des lignes polonaises. Leur feu de camp perce l'obscurité. On entend leurs chants, leurs rires. Ils sont confiants. Demain, ils écraseront cette poignée de Polonais têtus et continueront leur route vers Varsovie. Guderian est furieux. On lui avait promis que Wisna tomberait en 2 heures. Il a perdu une demi-journée. Il ordonne une attaque massive pour le lendemain à l'aube. Côté polonais, le silence règne. Les hommes enterrent leurs morts dans des fosses communes creusées derrière les bunkers. Pas de prière, pas de cérémonie. Le temps manque. Les blessés graves sont allongés dans le bunker principal. Le médecin militaire, le lieutenant Mieczysław Strzelecki, opère à la lumière d'une lampe à pétrole. Il n'a presque plus de morphine, plus de bandage propre. Il ampute 3 doigts à un soldat sans anesthésie. Le soldat mord un bout de bois, ne crie pas. Raginis inspecte les positions. Il marche de bunker en bunker,
vérifie les munitions, parle aux hommes. Certains ont 18 ans et pleurent en silence. Le capitaine ne leur dit pas que tout ira bien. Il ne ment pas. Il leur dit simplement qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose d'important, que l'armée polonaise a besoin de ces 3 jours. Chaque heure gagnée sauve des milliers de vies à Varsovie. Les jeunes soldats sèchent leurs larmes, retournent à leur poste. Vers minuit, des bruits suspects alertent les sentinelles. Les Allemands tentent une infiltration nocturne. Une section de 30 hommes rampe vers les lignes polonaises. Ils veulent repérer les positions exactes des canons antichars. Un soldat polonais les entend, donne l'alerte. Les mitrailleuses ouvrent le feu à l'aveugle. Les Allemands ripostent. Un échange de tirs éclate dans la nuit, dure 15 minutes. Quand le calme revient, on retrouve 8 cadavres allemands à 50 mètres des tranchées. Les Polonais ont perdu 3 hommes. À 3 heures du matin, Radžinis dort 1 heure. C'est son premier sommeil depuis 48 heures. Il rêve de sa femme, de sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 3 semaines. Il se réveille en sursaut quand les premiers obus du barrage d'artillerie allemand s'abattent sur les positions. Le 9 septembre au matin commence par un bombardement comme les Polonais n'en ont jamais connu. Guderian a fait venir toute son artillerie, des obusiers de 150 mm, des canons de campagne de 105 mm, des mortiers lourds de 81 mm. 40 pièces alignées qui tirent sans discontinuer pendant 3 heures. 2000 obus frappent les positions polonaises. Les bunkers tremblent sous les impacts. Les hommes à l'intérieur perdent la notion du temps. Certains deviennent sourds, d'autres fous. Un soldat se met à hurler, arrache son uniforme, court vers l'extérieur. Il est déchiqueté par un obus avant de faire 10 mètres. Les tranchées disparaissent. Les cratères d'obus se chevauchent, créent un paysage de fin du monde. Les corps des soldats tués la veille sont démembrés par les explosions, leurs restes éparpillés. L'odeur est insoutenable. La terre, le sang, les boyaux. Les survivants respirent à travers leurs chemises, vomissent entre 2 salves. À 9 heures, le bombardement cesse. Le silence qui suit est plus terrible que le bruit. Les oreilles des soldats sifflent, leurs mains tremblent. Radžinis sort de son bunker, évalue les dégâts. Le bunker numéro 4 a perdu sa mitrailleuse, détruite par un impact direct. Le bunker numéro 6 ne répond plus. Il envoie 2 hommes vérifier. Ils reviennent 10 minutes plus tard. Tout l'équipage est mort, asphyxié par les gaz d'explosifs qui se sont infiltrés par les bouches d'aération. Les chars allemands arrivent. Cette fois, ils sont 85. Toute la puissance blindée de la 10e division Panzer. Ils avancent sur 3 vagues. La première vague compte 30 chars qui foncent droit sur les positions polonaises. La deuxième vague, à 200 mètres derrière, fournit un appui-feu. La troisième vague reste en réserve. Derrière ce mur d'acier, 800 fantassins allemands progressent. Les canons antichars polonais tirent leurs derniers obus. Ils détruisent 2 chars, en endommagent 3 autres. Puis les munitions sont épuisées. Les artilleurs polonais abandonnent leurs pièces, prennent leurs fusils, rejoignent les tranchées. Les chars allemands écrasent tout sur leur passage. Ils roulent sur les tranchées, les aplatissent. Les hommes à l'intérieur sont enterrés vivants ou broyés sous les chenilles. Un char Panzer III s'approche du bunker numéro 2. Son équipage ne sait pas que les Polonais ont placé une mine anti-char juste devant l'entrée. Le char roule dessus. L'explosion arrache une chenille, retourne le blindé. L'équipage tente de sortir. Les Polonais les abattent un par un quand ils émergent de la tourelle. Mais les Allemands sont trop nombreux. Ils contournent les bunkers, s'infiltrent par les brèches créées par l'artillerie. Le bunker numéro 5, sur le flanc ouest, est encerclé. Les 15 soldats à l'intérieur continuent de tirer jusqu'à épuisement de leurs munitions. Puis ils fixent la baïonnette. Les Allemands lancent des grenades par les meurtrières. Les explosions tuent 8 Polonais. Les 7 survivants chargent quand les Allemands pénètrent dans le bunker. Un combat au corps à corps éclate. Couteaux, pelles, crosses de fusil. 4 minutes de violence primitive. Quand c'est fini, aucun Polonais ne respire encore. Les Allemands ont perdu 11 hommes dans cet assaut. Le bunker numéro 8 tombe à 10h30. Le bunker numéro 9 résiste jusqu'à midi avant d'être submergé. À 13h, il ne reste plus que 3 bunkers opérationnels.
le poste de commandement de Raginis et 2 bunkers sur les flancs. 180 soldats polonais sont encore en vie. Ils ont utilisé 90% de leurs munitions. Les blessés sont 60. Beaucoup mourront dans les heures qui suivent, faute de soins. Guderian enrage. 2 jours que cette poignée de Polonais le retient. 2 jours pendant lesquels l'armée polonaise se replie, construit de nouvelles défenses. Il ordonne une attaque finale. À 15 heures, 100 chars et 1500 fantassins déferlent sur les positions polonaises. C'est l'assaut décisif. Les Allemands ne prendront plus de gants. Raginis rassemble ses derniers hommes dans le bunker principal. Ils sont 65. Les autres sont dispersés dans les 2 bunkers encore debout. Le capitaine fait l'inventaire. 40 fusils, 3 mitrailleuses, 2000 cartouches, 50 grenades. C'est tout. Il demande à ses hommes s'ils veulent se rendre. Personne ne répond. Le silence vaut acceptation. Ils se battront jusqu'au bout. Les chars allemands pilonnent le bunker principal. Les obus de 37 mm frappent les murs en béton, créent des éclats qui blessent les hommes à l'intérieur. Un soldat reçoit un éclat dans l'œil, s'écroule en hurlant. Un autre a le crâne ouvert par un morceau de béton. Le médecin Strzelecki n'a plus rien pour les soigner. Il déchire sa propre chemise pour faire des bandages. À 16 heures, les fantassins allemands attaquent le bunker. Ils avancent par vagues de 20, se relaient. Les Polonais tirent depuis les meurtrières, fauchent la première vague, puis la deuxième. Mais les Allemands continuent de venir. Ils lancent des grenades, des charges explosives. Une explosion fait sauter la porte du bunker. Les Allemands s'engouffrent. Le combat devient un cauchemar. Dans la pénombre du bunker, Polonais et Allemands s'affrontent à la baïonnette. Les cris, le sang, l'odeur de poudre et de tripes. Un soldat polonais éventre un Allemand d'un coup de baïonnette, est abattu immédiatement par un autre. Le lieutenant Strzelecki fracasse le crâne d'un soldat ennemi avec une pelle, reçoit une balle dans le ventre. Il continue de se battre pendant 2 minutes avant de s'effondrer. Raginis se bat comme un lion. Il vide son pistolet sur les Allemands qui entrent, tue 3 hommes. Quand son arme est vide, il prend un fusil abandonné, tire jusqu'à ce que le canon brûle. Autour de lui, ses hommes tombent un par un. À 17 heures, ils ne sont plus que 12. Les Allemands sont 40 dans le bunker et 200 dehors. C'est fini. Le capitaine Raginis hurle un ordre. Ses derniers hommes se replient dans la salle de commandement au fond du bunker. Ils barricadent l'entrée avec des caisses de munitions vides, des cadavres. Les Allemands défoncent la barricade en 5 minutes. Quand ils entrent, ils trouvent Raginis debout au centre de la pièce, tenant une grenade dégoupillée. Le capitaine polonais regarde les Allemands. Il a promis qu'il ne quitterait pas sa position vivant. Il tient sa promesse. Il lâche la grenade. L'explosion le tue sur le coup, ainsi que 6 soldats allemands. 4 Polonais meurent également. Les 8 derniers déposent les armes. La bataille de Wisna est terminée. Quand le silence revient sur Wisna, les Allemands comptent leurs pertes. Les chiffres officiels de la Wehrmacht font état de 900 tués et blessés. Des documents polonais capturés après la guerre suggèrent des pertes bien plus élevées, jusqu'à 1500 hommes. Les Allemands ont perdu 19 chars détruits, 28 endommagés. Sur les 720 soldats polonais qui défendaient Wisna, 680 sont morts au combat. Les 40 survivants sont tous blessés. Ils seront faits prisonniers et envoyés dans des camps en Allemagne. La plupart ne reviendront jamais. Guderian a perdu 3 jours. 3 jours pendant lesquels l'armée polonaise a pu évacuer 80 000 hommes de la région de Białystok et renforcer les défenses de Varsovie. Ces 3 jours n'ont pas changé l'issue de la guerre. La Pologne tombera le 6 octobre 1939. Mais ces 3 jours ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Ils ont prouvé que la Wehrmacht n'était pas invincible. Ils ont donné de l'espoir à un peuple écrasé. Les corps des soldats polonais sont enterrés dans des fosses communes par les Allemands. Aucune marque, aucun monument. Pendant 6 ans, personne ne saura où reposent les héros de Wisna. En 1945, quand la Pologne est libérée, des survivants reviennent, ils cherchent les tombes, ne trouvent rien. La nature a repris ses droits. Les bunkers sont envahis par la végétation. Les cratères d'obus sont remplis d'eau. En 1979, 40 ans après la bataille, le gouvernement polonais décide d'honorer la mémoire des défenseurs de Wisna. Un monument est érigé sur le site. Il représente un soldat polonais tenant son fusil, défiant l'ennemi.
Une plaque porte les noms des 720 soldats qui ont combattu ici. Władysław Raginis est le premier nom inscrit. La bataille de Wiśna est souvent comparée à la bataille des Thermopyles. En 480 avant Jésus-Christ, 300 Spartiates menés par le roi Léonidas ont tenu 3 jours contre 100 000 Perses. À Wiśna, 720 Polonais ont tenu 3 jours contre 42 000 Allemands. Le rapport de force est similaire. Le résultat aussi, défaite militaire, victoire morale. Mais cette comparaison agace les historiens polonais. Les Spartiates étaient des guerriers professionnels, entraînés depuis l'enfance. Les soldats de Wiśna étaient des paysans, des ouvriers, des étudiants mobilisés quelques jours avant la bataille. Ils n'avaient pas d'armure de bronze, pas de phalanges disciplinées. Ils avaient des fusils rouillés, des uniformes déchirés, des bottes percées. Leur héroïsme n'en est que plus grand. Pendant la guerre, les nazis ont interdit toute mention de la bataille de Wiśna. Les soldats allemands avaient ordre de ne jamais parler de ce qui s'était passé là-bas. Trop humiliant. Trop dangereux aussi. Si l'histoire de Wiśna se répandait, d'autres pourraient avoir envie d'imiter ces Polonais têtus. La propagande nazie présentait l'invasion de la Pologne comme une promenade militaire. Wiśna contredisait ce récit. Après la guerre, les Soviétiques qui occupent la Pologne étouffent également l'histoire de Wiśna. Les héros de cette bataille étaient des soldats de l'armée polonaise d'avant-guerre, donc des ennemis du communisme selon la doctrine stalinienne. Leurs noms disparaissent des livres d'histoire. Leurs familles n'ont pas le droit d'en parler publiquement. Certains descendants des défenseurs de Wiśna sont même persécutés par la police secrète communiste. Ce n'est qu'en 1989, avec la chute du communisme, que la Pologne peut enfin honorer ses héros. Des livres sont publiés, des documentaires réalisés, des cérémonies organisées. Chaque 9 septembre, des milliers de Polonais se rassemblent sur le site de la bataille. Ils déposent des fleurs, allument des bougies, écoutent les témoignages des derniers survivants. En 2009, le dernier survivant de Wiśna s'éteint. Il s'appelait Stanisław Brykalski. Il avait 18 ans en septembre 1939. Il a reçu une balle dans l'épaule le dernier jour de la bataille. Les Allemands l'ont soigné puis envoyé dans un camp. Il a survécu 5 ans de captivité. À sa mort, il avait 88 ans. Dans son testament, il demandait à être enterré à Wiśna, près de ses camarades tombés 70 ans plus tôt. Sa volonté a été respectée. Aujourd'hui, on peut visiter le site de la bataille de Wiśna. Les bunkers sont toujours là, criblés d'impacts. Certains sont ouverts au public. On peut entrer, voir les meurtrières par lesquelles les soldats polonais tiraient, toucher les murs en béton qui résonnent encore des explosions d'il y a 85 ans. L'air y est froid, humide. On entend le bruit de la rivière Narew qui coule toujours. Des plaques commémoratives racontent l'histoire de chaque bunker. Le bunker numéro 2, où une mine a détruit un char allemand. Le bunker numéro 5, où 15 Polonais se sont battus à la baïonnette. Le bunker numéro 6, où tout l'équipage est mort asphyxié. Chaque bunker a son histoire, ses morts, ses héros. Les historiens continuent de débattre sur les détails de la bataille. Les pertes allemandes exactes restent controversées. Les documents de la Wehrmacht ont été en partie détruits à la fin de la guerre. Les témoignages des soldats allemands présents à Wiśna sont rares et contradictoires. Certains minimisent la résistance polonaise, d'autres la décrivent comme fanatique. La vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui n'est pas discutable, c'est le courage des défenseurs. 720 hommes face à 42 000. 3 jours de résistance contre la meilleure armée du monde. Pas de renfort, pas de retraite possible.